Salut, alors aujourd'hui on va parler laser. Je suis tombé sur ce petit jeu sympa sur Pico 8 qui est très très bien fait, c'est un shoot 'em up. Et comme dans tout bon shoot 'em up, vous avez des armes complètement délirantes avec des lasers énormes, des missiles qui partent dans tous les sens. Et bien là je me suis dit tiens je vais essayer de reproduire ce fameux laser là exactement, voilà ceci que vous voyez là à l'écran. Je trouve que l'effet est très sympa et donc on va voir comment faire ça avec donc Game Maker. Donc je vous lance un petit peu ce que j'ai réalisé jusqu'à présent. Donc voici mon fameux laser et puis mes petits ennemis en face. Vous voyez que le laser s'arrête sur les ennemis, exactement comme dans le jeu que vous venez de voir, Calican sur Pico 8. Donc voilà le défi du jour, c'est reproduire cet effet de laser. Alors, qui dit laser destructeur dit collision, et qui dit collision dit hitbox. Et donc, on avait vu la dernière fois cette fonction collision qui prenait quatre paramètres, l'objet A, B, et puis la largeur et la hauteur de nos objets. On l'a vu dans une autre vidéo. Là, aujourd'hui, on va modifier un peu la fonction précédente et parce que nos hitbox seront de taille différente. Donc, on va être obligé de rajouter deux paramètres supplémentaires. On va donc passer à 6 paramètres. Donc, on aura donc la hauteur et la largeur pour l'objet A et la hauteur et la largeur pour l'objet B. Donc, ça ne change pas grand-chose au contenu de la fonction. On rajoute simplement les paramètres hauteur, largeur pour chacun des objets. Voilà. Donc on va voir tout de suite avec un petit schéma, faire un petit rappel sur les hitbox. Ok, alors petit rappel donc sur les hitbox, je vous ai fait un petit schéma explicatif où vous voyez ici deux sprites qui sont censés rentrer en collision. Et vous voyez, le petit point bleu en haut à gauche, c'est l'origine du sprite. Sur l'image suivante, je vous montre toujours le même sprite, mais on voit la surface qu'occupe ce sprite. On voit bien ici sa largeur et sa hauteur. Voilà, les deux sprites ont même largeur, même hauteur. Sur l'image d'après, j'ai matérialisé deux hitbox qui font exactement la même taille que la taille du sprite. Mais ça, ce n'est pas obligatoire. Avec la première fonction qu'on a définie, on peut très bien faire ceci, c'est-à-dire définir une hitbox qui est plus grande que le sprite, ou bien une hitbox qui est plus petite que le sprite. Okay, ça, c'est ce qu'on peut faire avec la première fonction. Avec la deuxième fonction où on a rajouté deux paramètres, on va permettre de dissocier en fait les hauteurs et largeurs de chacun des deux sprites. Et donc on peut obtenir des hitbox comme celle-ci, c'est-à-dire que pour le sprite de gauche, j'ai défini cette hitbox là, et pour le sprite de droite, j'ai défini une hitbox différente. Voilà, et donc ça va parfaitement marcher à partir du moment où on utilise la deuxième fonction que j'ai définie. On peut faire encore autre chose, on peut aussi s'affranchir de l'origine du sprite. Là, les deux hitbox sont dans tous les cas, elles sont toujours placées à la même origine que l'origine du sprite. On peut faire ceci, c'est-à-dire qu'on peut définir une fonction, donc une troisième fonction, qui elle prendra en compte un delta x et un delta y. Donc ça ferait 4 paramètres supplémentaires, donc ce serait une fonction à 10 paramètres qui permettrait de définir une hitbox qui n'est donc plus centrée sur l'origine du sprite, mais on pourrait ici la décaler vers le haut et vers la gauche. Et au contraire, sur le sprite de droite, on voit que la hitbox, on l'a décalée vers la droite et vers le bas. Ça, ce serait très facile à réaliser. Ça permet de faire des hitbox qui ne sont donc plus centrées sur l'origine du sprite. Donc voilà un petit peu la théorie sur ces hitbox. Et nous, dans notre cas, on va utiliser ceci, c'est-à-dire simplement des hitbox de taille différente. Donc maintenant, on va passer un peu à la partie code et on va voir ce qu'on a fait sur GameMaker. De retour sur GameMaker, on va voir ensemble déjà la partie graphique. Donc j'ai créé une room avec quelques sprites. J'ai créé un sprite pour l'ennemi. Et puis j'ai créé ici un sprite bonus. Pourquoi? Parce que notre laser il va être sélectif. Il ne va s'attaquer qu'aux ennemis, mais il ne va pas détruire les bonus. Donc
vous verrez la petite astuce pour pouvoir justement différencier des ennemis des autres objets à l'écran. Bien sûr, il nous faut un petit vaisseau et puis j'ai ici un objet sans sprite qui n'est d'autre que le gestionnaire pour le petit champ d'étoiles. Voilà, donc c'est tout pour la partie graphique. Donc maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va de nouveau faire un petit peu de théorie pour voir comment est-ce qu'on va gérer ce laser, comment on va gérer nos hitbox, comment on va gérer les collisions. Alors voilà comment ça va se passer dans le jeu. J'ai représenté ici mon vaisseau avec en toujours les petits points bleus, c'est l'origine de mes sprites. Donc j'ai l'objet petit vaisseau, l'objet ennemi et en haut j'ai l'objet laser. Vous voyez que le laser, le sprite est tout petit. Il fait 1 pixel de hauteur sur 16 de large. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas besoin de faire plus gros finalement, puisqu'on a des outils dans le code qui permettent en fait de changer l'échelle du sprite. Donc on va l'étirer verticalement et ça va donner ceci. On va étirer le sprite sur toute la hauteur. Et ensuite, on pourra facilement donc, définir les hitbox comme ceci. Et lorsqu'il y aura collision, comme vous voyez ici à l'écran, eh bien, on va redimensionner le laser donc en changeant la valeur d'étirement finalement. Donc voilà comment ça fonctionne et c'est ce qu'on va voir maintenant avec GameMaker. Alors le premier sprite qui va nous intéresser, c'est le sprite vaisseau, donc l'objet vaisseau qui est ici. Et voilà ce que j'ai défini dans l'event create de ce petit vaisseau. On définit une variable pour sa vitesse horizontale et puis une autre variable, C pour collision, qu'on va fixer à 0, donc pas de collision. Ça, c'est à l'initialisation. Et puis dans l'event step, on va vite passer ça, c'est la gestion du mouvement du vaisseau, on l'a déjà vu dans une autre vidéo. La gestion ici du choix du sprite en fonction du signe de la variable move. Donc tout ça on l'a déjà vu, donc on va passer directement à une partie du code qui est beaucoup plus importante. C'est celle-ci. Donc chaque fois qu'on va appuyer sur une touche définie, on va créer le laser. Donc c'est ici. Donc vous voyez ici que j'ai utilisé la fonction keyboard check pressed, qui est une fonction qui va permettre de vérifier si une touche a été enfoncée. Ici c'est la barre d'espace. Donc il vérifie une seule fois si la touche est enfoncée, même si vous gardez le doigt appuyé sur la touche. Si on utilise la fonction plus courte qui est keyboard check, si vous laissez le doigt appuyé, à ce moment-là, il va renvoyer la valeur true ou 1 à chaque instant. Et donc le problème, si vous avez du code qui en dépend, comme ici, hein, si j'appuie sur le bouton alors faire quelque chose, si vous utilisez la fonction keyboard check, le quelque chose, il va le faire sans arrêt, il va le faire en boucle. Et donc dans notre cas ici, c'est créer l'objet laser. Donc j'aurai des dizaines, des centaines, des milliers d'instances de laser qui s'afficheraient à l'écran. Ça ne pourrait pas marcher. Il faudrait faire un système pour bloquer la condition avec par exemple 2 variables. Donc moi ce que j'ai fait, c'est j'ai utilisé keyboard check press. Comme ça je sais que quand j'appuie, même si je laisse le doigt appuyer sur la barre espace, il n'y a aucun problème. Et il va me checker la touche une fois et donc il va me créer une fois l'instance laser et une fois l'instance laser start. Alors laser start, c'est juste un petit effet visuel. Alors j'ai perdu ma room, je vais la ressortir. Je vais vous montrer. Laser start, c'est ici, donc je vais le lancer. Vous voyez, c'est l'effet qu'on met ici au nez du vaisseau pour donner l'impression d'un flash. Donc c'est plutôt sympa. Donc voilà. Donc ici, première chose, j'appuie sur la touche, je crée mes 2 instances laser et start. Alors regardez bien ici, mon instance laser, je la crée à l'ordonnée y égale 0. Pourquoi? Parce qu'il faut, comme je vous l'ai montré dans la petite animation précédente,
il faut créer absolument mon sprite laser tout en haut de l'écran, puisque ma hitbox, elle prend pour origine mon sprite laser, et il faut que ma hitbox, elle fasse toute la hauteur de l'écran. Si elle ne fait pas toute la hauteur de l'écran, ma hitbox, ben, je risque de rater des ennemis quand ils vont passer devant. Donc voilà pourquoi je vais fixer mon laser à 0 pour la valeur de Y. Okay, donc une fois que j'ai appuyé sur la touche, donc je garde ma touche appuyée, même si ça ne crée pas de nouvelles instances. Il faut, quand je relâche la touche, il faut supprimer le laser. Donc eh ben, c'est ce que j'ai utilisé là. Donc si keyboard check release, donc si on s'aperçoit que la touche a été relâchée, toujours la même, la barre d'espace, eh ben, je vais détruire l'instance au laser et l'instance au laser start. Donc ça, c'est très simple et ça permet de créer et de supprimer le laser en actionnant simplement une touche. Avant de continuer, je vais modifier des petites choses. Je vais ici supprimer ça. Alors pas comme ça bien sûr, tac tac. Supprimer ça aussi. Et puis là il faut enlever deux accolades. Voilà. On verra plus tard à quoi ça correspond. Donc, et puis je vais aussi aller dans l'ennemi. On va tout simplement couper ça pour plus qu'il bouge. Et dans Omédic, on va aussi couper ça. X, move fois speed. Voilà, c'est bon. Donc je vais lancer le jeu. Et donc là, mes sprites ne bougent plus. Donc vous voyez que là, je touche l'objet ennemi, je touche l'objet ennemi. Et là, je touche aussi cet objet-là, qui est le bonus, alors que tout à l'heure, vous aviez peut-être remarqué que je ne touchais pas, et je vous expliquerai comment on va faire pour ne pas le toucher, justement. Donc voilà, donc là, ça fonctionne. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais supprimer encore un petit truc. Je vais aller dans mon instance laser, et puis je vais supprimer tout ça. Tac, tac. Alors non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Je vais y arriver. Voilà. Donc j'ai supprimé toute cette petite chose et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, voilà. Là, il n'y a plus les explosions. Voilà. Et maintenant, je vais supprimer encore un petit quelque chose. Vous voyez que l'objet au laser, je lui ai attribué le sprite au laser. D'accord. Et ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer ceci. Donc ça, je vais le copier. Vous allez voir pourquoi. Je le copie. Je vais le mettre ici. Voilà. Et dans l'event draw, je vais tout supprimer. Voilà. OK. Voilà ce qui se passe quand je supprime mon event draw. Je vois plus rien. Je vois plus rien du tout. Voilà, c'est normal et je vais vous montrer pourquoi. Parce qu'il y a un event draw justement. Quand on utilise un event draw, tout ce qui est dans event draw va venir masquer le sprite qu'on a associé à notre objet. Donc regardez ce qui se passe si je fais delete event et je relance le jeu. Et là, au moment où je vais voilà, tirer le sprite, vous voyez, mon sprite, il est tout en haut de l'écran là. Tout en haut, voilà. Exactement comme sur le schéma que je vous avais fait voir tout à l'heure. Donc vous voyez, le sprite est en haut. Et c'est à partir de ce petit sprite que je vais créer ma hitbox. Hein, donc là, ma hitbox, elle y est ma hitbox. Hein. Voilà. Et regardez ce qui se passe si maintenant je recrée mon event draw. Donc je vais créer un event draw. Voilà, je relance. Et donc là, je tire le laser et il n'y est plus en haut. Voilà, il n'y est plus. Donc finalement, quand vous utilisez un event draw pour pouvoir, par exemple, dessiner un sprite à l'écran, eh bien, c'est inutile ici dans l'objet de lui associer un sprite. Donc là, je vais mettre known. Donc voilà, là, il n'y a plus de sprite. Je remets mon event draw. Voilà. Je vais récupérer dans step ma petite ligne de code
que je vous expliquerai un peu plus tard. Voilà, je la récupère, CTRL X, et je vais la coller ici. Et là maintenant, je vais relancer. Et vous voyez que effectivement, ça fonctionne. Voilà, ça fonctionne. Tac, tac, voilà, impeccable. Bien. Donc, comment fonctionne cet event draw? Eh ben, j'ai utilisé une fonction qui s'appelle draw sprite ext. Je pense que c'est pour extended parce qu'il existe une fonction draw sprite. La différence entre draw sprite extended et draw sprite, c'est que vous avez ici, je vais vous montrer, le petit 1 qui est là. Vous voyez en bas, là, il y a écrit X scale et les valeurs que j'ai indiquées juste après, c'est Y scale. Cette fonction, elle a des paramètres qui permettent en fait de redimensionner votre sprite soit sur l'horizontale, soit sur la verticale. Alors sur l'horizontale, je mets un facteur de 1 pour justement ne pas redimensionner horizontalement. Par contre, au niveau vertical, là je vais mettre un facteur qui va me permettre de redimensionner mon laser exactement comme je veux. Et pour ça, j'ai utilisé finalement cette valeur-là qui est oSpaceship-global hitbox origin. Alors, la variable global hitbox origin, à l'origine, justement au début du jeu, elle est fixée à 0. Je l'ai fixée dans mes fonctions script ici. Dans mes scripts, j'ai déclaré mes variables globales. Donc, j'ai déclaré ma global hitbox origin égale à 0. Et si je fais ce petit calcul, je vous montre ici dans la room, si je fais donc au spaceship Y, c'est-à-dire la coordonnée Y de mon spaceship, moins 0, ça va me donner toute la hauteur ici. Et donc là, mon coefficient Y scale, il sera égal à toute la hauteur. Et donc forcément, quand il n'y aura pas collision, mon laser il fera toute la hauteur. Donc voilà comment je fais pour redimensionner mon laser en fonction de mes besoins. Je le fais en utilisant oSpaceship moins la valeur de hitbox origin. Et donc c'est cette variable-là, hitbox origin, qui va changer à chaque fois qu'il y a une collision pour pouvoir redimensionner le laser à la bonne taille. Alors maintenant, on va s'occuper de la variable globale hitbox origin. Pour ça, il va falloir détecter les collisions. Et pour ce faire, on va utiliser une boucle for qui va passer en revue toutes les instances présentes à l'écran. Et pour chacune d'elles et à chaque instant, on va vérifier s'il y a collision ou pas. S'il y a collision, à ce moment-là, on fait quelque chose. S'il n'y a pas collision, on ne fait rien. Bref. Et lorsqu'il y a collision, le principe c'est de redimensionner notre laser en modifiant la valeur de global hitbox origin. Donc dans mon objet spaceship, ici, j'ai cette portion de code qui commence par une condition. La condition, c'est d'abord de vérifier que le laser existe bien. Parce que s'il n'existe pas, ça ne sert à rien de lire tout ce code. C'est inutile, donc on va faire gagner du temps à GameMaker en lui disant tout ça, tu le passes. Si par contre on appuie sur la barre d'espace et que le laser existe, alors on va commencer par remettre à 0 la variable global hitbox origin, puisque c'est une variable, et donc une variable, elle enregistre en tout cas des valeurs, et nous ce qu'on veut, c'est que s'il n'y a pas de collision, on veut que notre laser il aille tout en haut de l'écran. Si par contre notre variable avait enregistré une valeur précédemment, au moment où je vais renvoyer le laser, mon laser il ne fera pas toute la hauteur de l'écran. Donc il ne faut pas oublier de remettre à 0 cette variable globale. Et ensuite on a la fameuse boucle for qui va passer en revue chacune des instances grâce à cette variable de GameMaker qui s'appelle instance count, qui permet de savoir combien il y a d'instances à l'écran, ce qui nous permet de définir une limite à notre boucle for. Et donc je crée une variable ici dans la boucle for qui s'appelle tempID, qui va stocker à chaque instant, grâce à la fonction instanceIDGet, la référence de l'objet qui est observé par GameMaker. Et ensuite, avec la déclaration with ici, with donc tempID, ma variable qui contient la référence de l'instance qui est en train d'être observée, je vais vérifier s'il y a une collision ou pas. S'il y a collision, je vais réassigner à ma variable global hitbox origin
la valeur tempID.y qui n'est rien d'autre que la position y de l'instance où il y a détection de collision, tout simplement. Donc, en faisant cela, on va reprendre un petit peu le jeu, on va le relancer, et donc vous voyez que ça marche, voilà, donc je détecte mon laser, je détecte les collisions, et mon laser se redimensionne. Bref. Vous voyez que tout en haut de l'écran, là, il y a aussi une explosion. Quand c'est tout en haut, la valeur de Global Hitbox Origin, c'est 0, mais il me produit quand même une explosion là-haut. Donc on va aller voir dans l'objet au laser où est créée l'explosion. Donc l'explosion, elle est toujours créée au niveau de la position Y à Global Hitbox Origin. Donc comme mon laser est tout en haut de l'écran, Global Hitbox Origin c'est égal à 0, donc les explosions sont créées à 0. Alors ce que je fais, c'est que je vais rajouter ici, je vais décommenter ceci, je vais rajouter simplement cette petite condition, et je vais dire, tu ne créeras une explosion que si Global Hitbox Origin est supérieur ou égal à 1. Donc à ce moment-là, comme c'est supérieur ou égal à 1, et que quand je suis tout en haut, je suis à 0, je ne vais pas créer d'explosion. Alors on va aller voir comment ça fonctionne maintenant. Voilà, donc vous voyez que là, j'ai plus d'explosion en haut. Voilà. Et donc là, je touche mes ennemis. Mais aussi, regardez, je vais toucher ici le bonus. Hein. Je ne fais pas de distinction entre les instances qui sont à l'écran. Moi, ce que je voudrais, c'est pouvoir toucher les ennemis, mais je ne veux pas toucher, par exemple, cette instance-là, le bonus. Alors, comment faire ceci? Donc là, je vais revenir sur mon objet vaisseau, et je vais ici décommenter ces deux conditions que j'ai mises ici. Tac, voilà. Alors, quelles sont-elles? Eh bien, dans GameMaker, on a une fonction qui s'appelle variable instance exist, qui permet de savoir pour une instance donnée, ici tempID, s'il existe une variable code au sein de cette instance. Et si cette variable existe, donc ça je veux le voir avec la fonction variable instance get, si donc dans tempID ma variable code est égale à 1, alors à ce moment-là, oui, je vais gérer la collision. Si c'est pas égal à 1, alors il n'y aura pas de collision. Et regardez ce que j'ai fait, donc dans oEnemy, il y a bien ici une variable qui est égale à 1, et par contre, dans mon bonus ici, ma variable code, elle existe, mais elle est fixée à 2. Et donc à ce moment-là, grâce à cela, je vais pouvoir distinguer, faire la distinction entre les ennemis et les instances, les objets qui ne sont pas des ennemis, pour éviter qu'il y ait collision. Donc voilà, c'est la petite astuce qui m'a permis, dans cette petite portion de code, de pouvoir distinguer, faire la différence entre les ennemis et dire, lui, je veux qu'il soit touché, et lui, je n'ai pas besoin. Donc voilà comment ça fonctionne. Bien, voilà, notre petite vidéo est terminée. J'espère que vous avez trouvé cette vidéo utile. En tout cas, ça marche plutôt bien. Il y a encore un petit détail que l'on pourrait améliorer. Là, on ne le voit pas parce que ça va peut-être un petit peu vite, mais c'est sur le choix de la collision, c'est-à-dire que quand on a deux ennemis qui sont l'un au-dessus de l'autre, il arrive que la collision soit détectée sur l'ennemi qui est le plus éloigné. Donc si on voulait être vraiment parfait, il faudrait modifier un petit peu le code pour que ce soit toujours l'ennemi le plus proche du vaisseau qui fasse l'objet d'une collision. Voilà, donc ça c'est quelque chose qu'on pourrait faire, on pourrait améliorer un peu ce code pour pouvoir avoir quelque chose d'encore plus parfait. Voilà, à bientôt pour une nouvelle vidéo sur le développement de jeux.